Bonsoir. Dubrika célèbre la Journée internationale de la jeunesse sur fond de réflexion. Une plateforme autour des questions d'emploi, de citoyenneté et de démocratie mobilise des jeunes leaders de la commune. Ansoumane Toumani Camara nous en dira plus. Des fertilisants pour les agriculteurs, c'est nouveau dans la campagne agricole en Guinée. Le gouvernement souhaite améliorer les productions dans la culture de l'anacate par exemple. Les détails dans un instant avec Fodé Camara. Et puis nous irons au Palais des Sports du 28 septembre. Là-bas se tient la Coupe du Judo, un sport peu connu en Guinée, mais qui se développe progressivement grâce au soutien de l'ambassade du Japon. Diaray Diallo nous en dira plus en fin de journal. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, c'est la question de l'autonomisation des jeunes. Ils constituent 50% de la population guinéenne. Le défi pour le gouvernement est de les impliquer dans le processus de développement du pays. Comment atteindre cet objectif? Le débat est lancé à Conakry. Témoignage dans ce reportage signé Ousmane Camara, Aboubakar Junior Camara. La cellule Balai Citoyen célèbre aussi la Journée internationale de la jeunesse à l'image des autres organisations de jeunes à travers le monde. Ici, au siège de la plateforme, c'est un point de presse qui est organisé pour rappeler les jeunes du pays à entreprendre et valoriser les initiatives locales en vue de leur autonomisation. Une jeunesse confrontée aujourd'hui aux défis de la mondialisation. Ça a permis de faire une revue de ce que les jeunes pensent et qui est, à mon avis, très en avance sur ce que nous, politiques, on peut penser de la perception de la jeunesse. Donc c'est une occasion pour nous de remettre les compteurs à zéro, de faire le point de nos relations avec la jeunesse et de ce qu'elle peut apporter à notre pays. Le rôle de la jeunesse dans le processus de développement d'un pays, le transfert de compétences, les avantages de la vie associative sont tant de questions débattues au cours de ce rendez-vous. L'association, aujourd'hui, c'est la clé de voûte pour l'apprentissage de la vie démocratique et l'apprentissage de la vie citoyenne. Je crois tous les jeunes à militer dans une association, mais pas dans une association ethnique, mais une association qui poursuit un but social, votre développement personnel et le développement de la communauté. C'est l'ensemble de ces valeurs qui sont cultivées dans la société qui peut aider à faire des choix politiques éclairés et à influencer les positions des dirigeants vers la bonne direction. Ensemble pour une jeunesse au service de la communauté est le thème choisi cette année. L'objectif est de promouvoir le rôle et la participation des jeunes dans le processus de développement de leur communauté. Célébration de la Journée internationale de la jeunesse à Dubrika, l'occasion pour le consortium d'appui au développement local d'organiser une plateforme d'échange autour des thématiques comme l'emploi, la citoyenneté et la démocratie. La rencontre mobilise des élus locaux et parlementaires. C'est le ministre de la Culture qui a présidé les travaux. Ansoumane Toumani Camara nous en dit plus. À Dubrika, où ces devises locales accueillent tout visiteur, la célébration de la Journée internationale de la jeunesse a obéi à ces principes sacrés de tout développement. La vingtaine d'associations de jeunesse réunies en consortium saisissent cette journée pour réfléchir sur son sort et faire des plaidoyers. Pour les jeunes de Dubrika, le dialogue franc est la voie sûre de mettre les décideurs à l'écoute des 95% de la population guinéenne. On ne peut pas parler d'une nation responsable, émergente, sans qu'il y ait une jeunesse active, une jeunesse mobilisée, motivée et responsable. Donc, et le gouvernement de l'autre côté, et les partenaires privés de l'autre côté, et la jeunesse actuelle, nous avons le droit de mettre les bouchées doubles ensemble pour trouver la solution et que nous puissions sortir de l'ornière. À travers des représentations culturelles et sportives, la jeunesse de Dubrika a fait montre de sa capacité d'être un acteur essentiel du changement en cours. En panel, les jeunes et leurs aînés ont échangé leurs vues autour de la citoyenneté, démocratie et développement, des défis actuels de la jeunesse guinéenne. Ça a été une très belle occasion. La jeunesse pose les questions qu'elle ne comprend pas. Nous leur apportons les réponses qui lui permettent de se situer par rapport à son avenir. Et nous tentons de faire le mieux pour que la citoyenneté, les droits de l'homme, la démocratie soient bien compris par la population en général et par la jeunesse en particulier. Et nous encourageons la jeunesse à s'inscrire dans la formation permanente.
La jeunesse ne doit pas se fatiguer d'apprendre. Pour représenter le gouvernement donc, à ces festivités, que j'ai fait le déplacement pour Dubreka, pour venir communier avec cette jeunesse talentueuse, avec cette jeunesse dynamique qui est en train de s'inscrire dans la vision du développement du président de la République. J'ai mis à profit mon séjour auprès de cette jeunesse pour l'exhorter aux valeurs de travail, aux valeurs de civisme. Dans la réalisation de ces multiples projets, la jeunesse de Dubreka bénéficie de l'accompagnement de l'État, mais aussi de nombreuses bonnes volontés. En signe de reconnaissance, ces amis de la jeunesse ont été gratifiés par des attestations de satisfaction et un tableau à l'effigie du célèbre écrivain guinéen Camara. Le gouvernement souhaite améliorer les résultats des élus locaux. À Mamou, les cadres de la région sont initiés aux méthodes de gestion transparente des projets des collectivités. Un programme de renforcement de capacité initié par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Reportage de notre équipe régionale, Mohamed Krouma, Mamadou Patiballé. En Guinée, la participation des collectivités locales dans les instances de prise de décision semble être ignorée par certains cadres des structures déconcentrées et décentralisées du pays, ce qui du coup empêche la non-exécution des projets et programmes destinés à ces collectivités. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers le centre de formation et de perfectionnement des cadres régionaux et élus locaux de Sérédou, en partenariat avec le PACV en sa troisième phase, tente de résoudre ces difficultés. L'objectif de cette rencontre consiste, n'est-ce pas, à une maîtrise parfaite des activités que nous menons auprès, n'est-ce pas, des collectivités pour donner une certaine vision, n'est-ce pas, à la population et que ce résultat soit orienté vers, n'est-ce pas, le côté positif. Puisque le PACV 3 finit en décembre 2020, nous avons un souci et c'est ça vraiment l'objectif majeur. Comment faire en sorte que les structures pérennes qui sont constituées par l'administration publique soient renforcées pour assurer la relève des activités. En initiant cette rencontre, l'objectif du gouvernement est d'amener ces cadres du pays à une gestion efficace et transparente des projets et programmes tout en impliquant les collectivités locales dans les instances de prise de décision. C'est là pour un véritable développement à la base. La politique nationale a beaucoup d'avantages qui permet le développement à la base, qui permet d'impliquer les populations à la base du développement. Il ne s'agit pas de donner les moyens au sommet, mais donner tous les moyens à la base pour assurer le développement des collectivités. Nous voulons accroître l'efficacité au niveau de la gestion des projets et programmes, assurer la transparence et donc nous avons pour mission d'aller restituer ça à des gens qui vont aussi démultiplier ça au niveau des formations pour qu'il y ait un changement de comportement et chacun se mette dans cette logique que nous voulons chercher les résultats. Parce que quand on parle de développement, il faut les résultats. Sans les résultats, on ne peut pas avoir de développement. En attendant décembre 2017, fin du PACV 3, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation s'engage à transférer les compétences du programme au centre de formation et de perfectionnement de Sérédou pour la pérennisation des acquis au bénéfice des populations. Assemblée nationale, les députés membres de la commission défense et sécurité poursuivent leur mission dans les casernes militaires du pays. Après Kindia, ils sont à Mamou et Farana pour évaluer la nature des relations civilo-militaires dans ces régions. Le point avec nos envoyés spéciaux Mohamed Yansane et Robert Siditono. À Mamou, deuxième étape de la mission, les parlementaires ont eu des rencontres avec l'autorité préfectorale et la société civile. Dans les débats, l'évolution des relations civilo-militaires pour s'assurer de cette franche collaboration. Ensuite, les forces de défense et de sécurité ont été rencontrées pour discuter des réformes engagées au sein de l'armée. J'ai constaté à Mamou ici, vraiment ça va, tout va comme disent les responsables. Mais seulement moi j'ai un problème qui me préoccupe à Mamou ici, c'est le camp, parce que le camp, vous-même vous avez vu que la ville est rentrée même dans le camp, c'est pas clôturé. La commission défense et sécurité a poursuivi sa mission sur Farana où les séances de travail ont été tenues avec les différents acteurs en vue de s'enquérir de la réalité. Ils disent que les relations sont bonnes, qu'ils n'ont pas de difficultés
avec les civils. Et les civils aussi, bien, on n'a pas demandé aux civils dans les rues, mais nous avons demandé aux chefs de ces civils-là qui sont représentés par la société civile qui nous disent que les relations sont bonnes. Cette mission pourrait conduire les députés membres de la commission défense et sécurité dans plusieurs localités en vue de toucher du doigt la réalité dans les différentes casernes militaires. À Farana, l'UNICEF fait le bilan de ses activités des 6 derniers mois. C'est ce qu'ils appellent une revue semestrielle du programme de coopération avec la Guinée. La session mobilise des partenaires de l'institution onusienne qui... Avoir analysé les goulots, après avoir dégagé les orientations, on a aussi dégagé les éléments sur lesquels on doit se focaliser durant ce second semestre. Et cela ne peut se faire sans le budget. Nous attendons à une forte mobilisation budgétaire. Déjà, les budgets sont prévus. Nous sommes sûrs que ces budgets-là vont être mobilisés auprès du niveau central. Au cours de cette revue, plusieurs points ont été débattus afin d'atteindre les résultats positifs. Il s'agit de l'enregistrement des naissances, la lutte contre les MGF, l'hygiène et l'assainissement au niveau communautaire. La revue de cette année a été une revue qui nous a apporté assez d'éléments nouveaux sur lesquels nous comptons beaucoup pour améliorer l'éducation à Dinguiraye. L'UNICEF est au premier plan parce que là, la construction des écoles n'a pas fait défaut. L'entretien des enfants, ça n'a pas fait défaut. Le recrutement n'a pas fait défaut. La formation des enseignants fait partie de leurs priorités. Les activités planifiées, c'est-à-dire non exécutées, on va cesser à les exécuter dans un court délai pour que au moins la population soit au moins bien traitée dans le cadre de la survie de la survie santé, VIH, nutrition, PTME. Pour ce programme de coopération exercice 2017, l'UNICEF entend poursuivre la scolarisation des tout-petits, construire des infrastructures sociales de base, tout en assurant les conditions sanitaires durant le reste de l'année. Je vous le disais en titre, c'est une nouveauté dans la campagne agricole en Guinée. Le gouvernement annonce l'arrivée de fertilisants spécifiques pour la culture de l'anacarde, du café et du cacao. Un programme présidentiel qui se fixe pour défi la relance des cultures d'exportation au niveau national. Reportage Fodé Camara. Avec 6 millions d'hectares de terres cultivables à chacune des 4 régions naturelles de la Guinée, correspond à un type d'écologie favorable à plusieurs spéculations. La Basse et la Haute-Guinée sont une zone de prédilection des cultures d'exportation comme la noix de cajou. Pour 2017, l'initiative présidentielle de développement de cette filière compte réaliser 300 000 hectares. Au-delà de cette assistance, le programme prioritaire d'appui au secteur agricole, initié depuis 2011, continue son petit bonhomme de chemin. Notre président de la Chambre nationale d'agriculture a mis tout son sérieux pour, d'abord, la distribution de ces engrais, le transport dans tous les chefs-lieux des préfectures, la sécurisation des stocks dans des magasins, la vente de ces stocks aux bénéficiaires qui sont des producteurs de toute la Guinée. Sous l'égide de la Chambre nationale d'agriculture, ces semences d'anacarde distribuées gratuitement aux paysans vont inciter les bonnes volontés à investir dans cette culture pérenne susceptible de lutter contre la pauvreté. Dans les différentes préfectures, comme ici à Boké, d'autres intrants viennent accompagner cette politique, comme les produits phytosanitaires et les engrais de l'Office chérifien des phosphates, avec un lot important de fertilisants spécifiques anacarde. Ça, on a réussi ça aussi, on a réussi 335 tonnes. L'engrais là, on n'avait pas, on ne connaissait pas l'intérêt de l'engrais. Mais depuis 2010, le président de la République nous a envoyé l'engrais là, on a commencé à utiliser. Tout le monde a compris maintenant. Si il utilise l'engrais, vraiment, c'est une bonne chose. Pour 2017, pour booster la productivité, le gouvernement a scellé avec l'Office chérifien des phosphates un contrat de livraison de 100 000 tonnes d'engrais. Ceci pour lutter contre la pauvreté en milieu rural et améliorer substantiellement la productivité.
Comment mobiliser les ressources internes dans les collectivités locales? Un programme de suivi est mis en place par le ministère de l'Administration. Vous allez l'entendre, l'objectif est d'amener les collectivités à être autonomes financièrement. Reportage de Fodé Bangali Fofana. Comment améliorer la couverture vaccinale dans nos districts sanitaires? Suite à une évaluation, il a été identifié un certain nombre de districts sanitaires qui affichent des insuffisances. Cette formation en gestion du programme élargi de vaccination PEV du niveau intermédiaire, la surveillance des maladies évitables par la vaccination s'inscrit dans ce cadre. Il a été question d'améliorer les capacités de ces agents et cadres gestionnaires des districts sanitaires des régions de Kankan et de Farana en matière de gestion efficace de la vaccination. Au terme de 7 jours d'intenses travaux sur les différents modules, des recommandations ont été faites. Impliquer les secteurs privés dans le processus de vaccination, établir en accord avec la communauté le calendrier de vaccination, assurer le rattrapage actif à la fin de chaque mois pour les enfants perdus de vue, veiller au respect de la gratuité des services de vaccination et de la CPR. Il faut que vous arrivez à manipuler correctement les échéanciers, autrement dit dans sa partie bac actif et bac passif. Si ce n'est pas fonctionnel, non, la vaccination ne va pas marcher dans vos districts. Toutes les vaccinations qu'on est en train de faire, les campagnes de vaccination supplémentaires, le plus important, c'est la vaccination de routine. Il faut qu'on arrive à vacciner l'ensemble des enfants. Quand on voit l'évolution des notes du pré-test au post-test, quand on voit l'engagement de tous les participants, notamment les médecins-chefs de district, nous osons croire que les objectifs ont été largement atteints. Selon le directeur régional de la santé de Kankan, l'amélioration de la couverture vaccinale ambitionnée ne peut être effective que dans le cadre d'abord individuel, puis collectif, afin que cette action d'ensemble puisse imprimer un changement dynamique dans le processus d'amélioration des performances. Une page santé, ça va faire du bien à tout le monde. La Guinée compte désormais 11 spécialistes en chirurgie viscérale. Une spécialisation réussie au bout de 5 ans d'études essentiellement consacrées à la prise en charge chirurgicale des maladies liées à l'abdomen. La promotion porte le nom de Mamadou Bobo Diallo, professeur en médecine. Regardons ce reportage de Sekou Sissoko et Adia Toubari. Ils ont en commun la passion de la chirurgie viscérale. Au nombre de 11, ils constituent la première promotion de cette discipline médicale. Pendant 5 ans de spécialisation, ces jeunes médecins ont bien cerné la prise en charge chirurgicale des pathologies viscérales. Devant leurs parents, ils reçoivent des mains des différents encadreurs leur diplôme d'études spécialisées. Je demande donc vivement à ces jeunes d'être sérieux et travailleurs, car la chirurgie viscérale en général et l'abdomen en particulier, auquel ils auront affaire, est un univers qui réserve beaucoup de surprises. Et ce, malgré tous les moyens d'investigation dont nous disposons aujourd'hui. L'intérieur du pays manque énormément de chirurgiens viscéraux. Cette promotion de 11 récipiendaires permet justement de résorber ce déficit à l'intérieur du pays. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir. Cette première promotion de la chirurgie viscérale complète à 25 le nombre de promotions spécialisées dans les différents domaines médicaux à la faculté de médecine de l'université Gamal. Dr Abiboulaye Baldi est l'un des chirurgiens viscérales diplômés. En attendant son affectation à l'intérieur du pays, il travaille au centre médico-social Jean-Paul II. Ce matin, il a sous la main un patient souffrant d'une hernie de la ligne blanche. La pathologie nécessite une intervention chirurgicale sous une anesthésie générale. Et la RAFI consiste à ouvrir et avoir accès à l'orifice à travers lequel le contenu de l'abdomen sort et constitue la hernie. On referme cet orifice avec des fils, éviter de couper les nerfs. Si vous coupez les nerfs, après l'intervention, c'est des malades qui vont continuer toujours à se plaindre pour des douleurs abdominales qui sont très difficiles à gérer. Donc pour éviter cela, il faut connaître l'anatomie de la partie que tu dois opérer.
L'opération a duré 25 minutes. Dr Abiboulaye et son équipe n'ont enregistré aucune complication majeure. Dans cette structure sanitaire, la chirurgie viscérale est l'une des plus pratiquées, notamment avec l'opération de la hernie et de l'appendicite, des maladies digestives très fréquentes ces derniers temps en Guinée. L'érudit Cheikh Souleymane Sidibé poursuit sa campagne d'information et de sensibilisation des populations sur la paix et la non-violence. Après Diankana, le fondateur du Nourdine Islam est à Foussé et Karifa Mounia dans la région de Kankan. Mohamed Lamine Kaba et Fatima Diallo suivent pour nous cette campagne. Reportage. Pour gagner le pari de la reconversion des mentalités, le président de l'association Nourdine Islam poursuit son périple à l'intérieur du pays. À Foussène, tout comme à Karifa Mouria dans Kankan, le message est le même. La paix et le pardon entre les frères guinéens. Au terme des prêches, les fidèles se repentissent. Les sensibilisations qu'il a données, ça a arrangé dans les foyers conjugaux. Parce qu'il y a des femmes qui ont quitté à la réunion, qui sont partis se coucher à terre à côté de leur mari pour demander pardon. Il y a des parents, des frères et des sœurs, il a fini des histoires à cause de cette sensibilisation. C'est dans la paix qu'il y a le progrès dans une société et dans une collectivité. Premièrement, la solidarité entre les citoyens, créer la paix au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, au niveau des charges, au niveau de toutes les confessions religieuses, surtout dans le sens du progrès. Dans son adresse de circonstance, Cheikh Souleymane Sidibé appelle les uns et les autres à s'accepter en dépit des différences ethniques, religieuses et d'opinion et à cultiver la paix comme prescrit dans le Saint-Coran. Cette démarche, c'est ma contribution pour l'édification d'une Guinée paisible. Je le ferai jour et nuit pour ne pas qu'il y ait de troubles en Guinée. Après Kankan, cette tournée d'information et de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale s'étendra sur les 33 préfectures du pays. Une manière pour cet érudit de mettre sa connaissance islamique au service du peuple pour une Guinée unie et prospère. Allons à Médine. Les pèlerins musulmans guinéens sont sur place. Ils préparent leur voyage pour l'Umrah. En attendant, ils visitent des sites historiques de la sainte ville lumineuse de Médine. Moment d'émotion, c'est aussi une expérience d'épanouissement personnel pour les fidèles musulmans. Témoignage en images dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Mamadou Batizo Camara et Ayasila. À 46 degrés Celsius, la ville de Médine connaît une forte période de canicule. Cela n'entame en rien la volonté des pèlerins guinéens à faire respecter les visites et des prières dans les sites historiques. Première étape ce dimanche est la montagne Zabal Uhud. Ici fut lieu la deuxième grande bataille entre les mécréants et l'armée musulmane dirigée par le prophète paix et salut sur lui. À cette époque, il avait donné sa stratégie, comme vous voyez sur le tableau. Il a admis une défense en arrière pour ne pas que les autres le contre-attaquent. Il avait demandé à ses compagnons de ne pas bouger de là où il les a installés. Mais de là-bas, puisque la stratégie, vous avez vu les flèches là, là où ils se sont attaqués, là-bas, les ennemis ont perdu. Depuis que les musulmans ont vu ça, chacun a laissé ses armes. Ils ont couru maintenant pour venir ramasser les entre-guerres. Ils sont dans ça. Il y a eu d'autres contre-attaques. Vous avez Rojo ou le Monafiqin. Rojo ou le Monafiqin, ça veut dire que le retour des ennemis. Ils sont venus maintenant contre-attaquer, tuer plus de 70 musulmans. Et dans ça, il y avait Hamza, l'oncle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la mosquée Qiblatain, ou mosquée à deux directions, elle est le premier lieu de prière pour les musulmans à Médine. Dans cette mosquée, visitée par les pèlerins guinéens, les fidèles se tournèrent jadis vers Jérusalem avant la révélation divine qui indique la Kaaba comme repère pour la prière des musulmans. Déjà, ça renforce notre foi. Et ce n'est pas une fiction. Lorsqu'on regardait la télé ou bien le film, on voyait des choses. Mais là, on était sur le lieu, c'est vraiment une réalité. Pour en arriver là, il a fallu beaucoup de morts pour en être là, parce que les cimetières déjà, il y a plus de 70 personnes qui sont couchées. Moi, en tout cas, ça renforce ma foi et je sais que la réalité est là.
et ça me permet d'aller de l'avant. La ville de Médine continue à recevoir les convois des pèlerins guinéens et ceux d'ailleurs pour le Hajj 2017. On termine avec une page sport pour parler de la Coupe du judo. Elle se joue au Palais des Sports du 28 septembre. Une initiative de la Fédération guinéenne de judo soutenue par l'ambassade du Japon, Djibril Kamara Diarra-Diallo. 16 équipes venues de l'intérieur du pays et de Conakry participent à cette 17e édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon. Au terme de plusieurs combats, en série masculine, l'ASFAG, Association sportive des forces armées de Guinée, tire son épingle de jeu et remporte la médaille d'or face au Judo Club de Fria. Chez les dames, le Orea Judo remporte le trophée face à l'équipe de la Blue Zone. Je suis la fierté et je suis honorée encore, je suis très contente pour la Coupe d'ambassade. La victoire là, je vous ai dit, c'est quelque chose, moi je sais déjà je peux gagner. Parce que je combat avec mes enfants, c'est mes enfants. Je suis le capitaine de l'équipe nationale guinéenne de judo. J'ai fait plusieurs compétitions, donc quand je joue avec eux, je me sens à l'aise et je vais voir leur judo. Le matin, je les ai dit, pour être un champion, il faut frapper les champions. Il ne s'agit pas de parler, mais c'est le travail qui paye. Il faut travailler. Je veux un jour voir un combattant me frapper ici. Là, je vais dire, ouais, le judo guinéen avance. À travers cette compétition, l'ambassade du Japon multiplie ainsi ses efforts pour valoriser la culture et le sport guinéen. Ce tournoi permet de déceler de nouveaux talents, mais aussi de consolider des relations. Merci à toutes les éminentes personnalités, dirigeants sportifs, techniciens, amis et partenaires du judo venus ici pour donner leur force et consistance à notre fête que nous partageons tous les ans avec le Japon dans notre pays. Oui, nous partageons ce bonheur pour célébrer vraiment une amitié indestructible chaque année, la Coupe de l'ambassadeur du Japon en Guinée. Vous voyez, lors de la visite du président de la République, professeur Alpha Condé au Japon, entre 19 au 22 juin, le président de la République a entretenu avec monsieur le Premier ministre japonais, son Excellence monsieur Shinzo Abe. Lors de l'entretien, on s'est convenu de renforcer la relation dans le domaine du sport aussi. Donc je souhaite très fortement que désormais, surtout les finalistes s'entraînent pour qu'ils puissent participer au championnat de judo dans le cadre des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Saref Group International, partenaire de cette 17e édition, a offert 10 millions de francs guinéens aux finalistes. Interrompue en 2014 à cause d'Ebola, la relance de cette compétition augure des lendemains meilleurs pour le judo guinéen. En bref, le championnat de France de football Ligue 1 est à sa deuxième journée. Ce soir en déplacement, les coéquipiers du Brésilien de Paris Saint-Germain, Neymar Junior, gagnent 3-0 face à Guingamp. Le Brésilien vient d'inscrire son tout premier but pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Paris, Lille et Tours. Je vous retrouve bientôt sur la télévision nationale. Bonsoir et à très vite.